monde, un jour ou l'autre, est monté sur le ring. Dès notre plus jeune âge, nous nous mesurons aux autres. Nous aimons la compétition et l'euphorie de la victoire. Je n'ai jamais pris de drogue, mais ça doit faire le même effet. Parfois, c'est vrai, il faut savoir évincer ses adversaires. La compétition joue un rôle fondamental dans la survie de l'espèce. Mais la compétition permanente nous met aussi sous pression. S'affirmer face à ses congénères n'est pas de tout repos. Et lorsqu'il s'agit de surpasser les autres, nous ne nous montrons pas toujours sous notre meilleur jour. La compétition n'est pas sans danger. C'est une arme efficace dans de nombreuses circonstances, mais elle peut être utilisée à mauvais escient. Un monde sans compétition serait-il meilleur? Ou en avons-nous besoin pour dépasser nos limites et tutoyer les étoiles? Cette manie frise parfois la folie. Nous entrons en concurrence pour tout. La meilleure place au concert, le dernier burger, le départ au feu rouge, et bien sûr dans le sport professionnel. Une équipe cycliste compte 30 coureurs qui veulent tous participer au Tour de France. Or, seuls 8 seront sélectionnés. La concurrence est par conséquent très rude. On a tous suivi le même parcours. On a d'abord été champion dans la catégorie junior, puis on est devenu professionnel, et on a découvert le monde impitoyable du haut niveau. J'ai réussi à être sélectionné 4 fois, mais j'ai échoué à 9 reprises. Car échouer fait partie de l'équation. La défaite et la contrariété qui en découlent, seraient-ils de bons arguments pour remettre en question la compétition perpétuelle ? La compétition naît lorsque des individus ou des groupes se disputent une même ressource. Par exemple, quand 2 combattants d'arts martiaux lorgnent la première place sur le podium. Une façon de régler ce conflit est le combat. Mais on pourrait tout aussi bien choisir comme critère l'intelligence ou les talents de chanteur. Charles Darwin et Thomas Malthus ont mis en évidence que c'est l'aspect limité des ressources qui générait la compétition. Et comme presque tout dans la nature est limité, la concurrence est permanente. Darwin a constaté que cela ne valait pas seulement pour les humains, mais pour l'ensemble des êtres vivants. Très peu d'espèces observées par Darwin échappent à la limitation des ressources. La compétition est donc devenue un élément, si ce n'est omniprésent, du moins fondamental de la sélection naturelle. Même les pensées ou les pétunias sont en concurrence pour obtenir la meilleure place au soleil ou le plus d'eau de pluie. Dans le règne animal, les conflits portent généralement sur des ressources vitales, la nourriture et les partenaires sexuels. Pour la plupart des espèces, l'accouplement constitue le seul mode de relation sociale. La compétition reproductive joue donc un rôle clé. En revanche, chez les espèces sociales telles que les baleines, les loups et les humains, la compétition s'étend à d'autres types de relations sociales, comme l'amitié. C'est sans doute ce qui nous pousse à nous lancer dans des compétitions absurdes. Même si cela est souvent épuisant, la compétition semble nous plonger dans un état très particulier. Pour moi, c'était pendant les sprints, à l'arrivée. On entre dans une zone de turbulence. C'est le chaos complet. L'instinct prend le dessus. On ne réfléchit plus vraiment. Tout va extrêmement vite. On roule très près les uns des autres, on joue des coudes, on cherche à dépasser ses concurrents, mais on se bat aussi pour la meilleure place au classement général. Et on crie beaucoup. C'est un moment où on est plongé dans un état d'esprit à part. C'est le fameux mode compétition. D'abord le sentiment d'être dans un tunnel, puis le moment où l'on dépasse ses limites. Explication. À ce moment-là, de nombreux systèmes s'activent dans le cerveau et dans le reste du corps.
La circulation sanguine s'accélère. Les hormones de stress, cortisol et adrénaline sont libérées. L'activité musculaire et la capacité de réflexion sont mobilisées. Nous sommes capables de faire des choses que nous ne pourrions pas faire normalement. Faire des choses que nous ne pourrions pas faire normalement. Intéressant. La compétition nous pousse à vouloir nous améliorer et à faire preuve d'audace. Dans le sport, la compétition incite à s'entraîner. De quoi, par exemple, nous permettre d'augmenter notre tolérance à la douleur ou faire reculer la peur. Quand je franchis un col et que je me lance dans la descente, je ne me dis pas que je vais tomber et me faire mal, mais je me réjouis presque. Je me dis, super, une descente sympa, je vais pouvoir mettre les gaz et montrer mes talents de cycliste. J'ai une énorme confiance en moi. Je suis persuadé que je vais y arriver. Mais la peur sert aussi de signal d'alarme. Elle nous empêche de nous exposer à des dangers inconsidérés. Et dans les situations extrêmes, le cerveau décide si elle doit nous freiner ou non. Tout se passe au niveau de l'amygdale, le centre des émotions. Son activation entraîne un sentiment de peur. Mais plus nous maîtrisons une activité potentiellement risquée, plus l'amygdale tarde à s'activer. C'est aussi notre esprit de compétition qui nous conduit à expérimenter sans cesse des situations périlleuses, ce qui modifie notre perception de la peur. Une étude menée auprès de grimpeurs de l'extrême a cherché à savoir si le cerveau lui-même était modifié. On observe effectivement, chez les grimpeurs de l'extrême, que l'amygdale n'a pas les mêmes dimensions et que son activation dans les situations à risque est moindre. En d'autres termes, ils ressentent moins la peur. Et c'est vrai aussi pour la douleur. Tandis que le cerveau d'une personne lambda dira « Ne le fais pas, c'est beaucoup trop dangereux », le leur enverra le message « Tu peux le faire, c'est sans danger ». La compétition peut donc nous rendre plus performants, mais aussi plus imprudents. Avec parfois des conséquences tragiques, que ce soit dans le cyclisme, l'escalade, le sport automobile ou le ski. La quête de la victoire à tout prix trouve parfois une issue fatale. Je ne peux pas expliquer ça de façon rationnelle. Quand je suis dans une course, quelque chose en moi prend le dessus que j'ai du mal à définir. Je veux gagner, un point c'est tout. La compétition est une expérience archaïque que notre corps et notre psyché ont intégrée. Une source potentielle de plaisir et d'euphorie. Et plus nous la pratiquons, plus nous y prenons goût et devenons accros. Mais cet attrait pour la compétition est-il ancré en chacun de nous ? Existe-t-il des types de personnes qui peuvent s'en passer ? Ce qui est intéressant, c'est que les gens considèrent la compétition de façon très différente en fonction de leur personnalité. En gros, cela va de ceux qui la considèrent comme une menace à ceux qui la perçoivent comme une expérience positive, ce qui entraîne une sorte d'hyperactivation de l'ensemble du système. Le goût de la compétition est comme un trait de caractère, une facette de notre personnalité. Si nous percevons la concurrence comme une course perdue d'avance, nous ne deviendrons pas des compétiteurs. En revanche, si nous sommes sensibles à l'euphorie de la victoire, l'esprit de compétition s'installe en nous. Nos gènes jouent également un rôle à cet égard. Tout ça varie bien sûr d'un individu à l'autre. Mais n'avez-vous pas l'impression que la compétition est un peu genrée ? C'est vraiment un truc de mec. Je ne vois pas ma femme se battre contre sa meilleure amie sur FIFA, par exemple. Une étude américaine a demandé à des volontaires s'ils aimaient se mesurer aux autres. 73% des hommes ont répondu oui, contre seulement 35% des femmes. Cela s'explique principalement par le fait que les femmes évaluent leurs chances de réussite de manière plus réaliste. En d'autres termes, les hommes répondent plus souvent oui parce qu'ils se surestiment. Dans une expérience menée par l'Université de Chicago, des volontaires ont dû résoudre des problèmes de mathématiques, puis évaluer s'ils étaient suffisamment bons pour participer à un tournoi. Environ 30% des hommes ont surestimé leur performance, contre moins de 15% des femmes. Celles-ci étaient donc moins nombreuses à vouloir participer au concours.
Mais il existe également une raison biologique qui explique que les hommes sont plus habitués à la concurrence. La reproduction. Pour concevoir un bébé, il y a en effet nettement moins de femmes disponibles que d'hommes. D'une part, les femmes investissent 9 mois dans la grossesse, tandis que les hommes pourraient pendant ce temps, du moins en théorie, continuer à se reproduire. D'autre part, la possibilité de grossesse est limitée par la ménopause. Du point de vue masculin, les femmes constituent donc une ressource rare. Une situation propre à une bonne partie du règne animal, avec quelques exceptions. Chez les meux, par exemple, cet oiseau incapable de voler, originaire d'Australie. C'est le mâle qui couve les œufs pendant plusieurs mois. Et c'est lui qui s'investit dans les soins apportés à la progéniture. Et ce sont par conséquent les femelles qui se disputent les mâles, lesquelles représentent une ressource limitée en tant que couveuse. À la saison des amours, les femelles se parent d'un plumage coloré et engagent de violents combats pour obtenir les faveurs des mâles. En couvant, l'émeu mâle assume en quelque sorte la grossesse, permettant potentiellement à la femelle de se reproduire ailleurs. À noter que c'est dans le camp qui est en compétition qu'on développe un corps plus massif. Chez l'émeu, c'est la femelle. Chez l'humain, le mâle. Du moins, la plupart du temps. Bien sûr, les femmes aiment aussi la compétition. Chez les humains, celle-ci ne se limite plus depuis longtemps au choix d'un partenaire ou à la recherche de nourriture. Et elle est précieuse à l'un des âges clés, l'enfance. Pendant l'enfance puis l'adolescence, je dirais que c'était un peu comme dans les jeux vidéo, quand on passe des niveaux. Ça commence dans un club, où on rencontre pour la première fois des garçons et des filles du même âge. On sort faire des entraînements avec eux, et c'est là que la compétition commence, pour savoir qui est le ou la meilleure. Et quand il s'agit d'une course dans la cour ou de savoir qui fait le plus beau poirier, on ne peut pas vraiment parler de ressources rares. Dans la compétition entre enfants, où se mêle le jeu, l'accent est mis sur toute autre chose, l'apprentissage. Et une petite victoire contre son aîné vaut de l'or. C'est un apprentissage important pour les enfants. Ils apprennent que gagner est agréable, mais aussi que cela exige des efforts. On obtient de la reconnaissance, surtout quand on est meilleur que ses parents ou ses frères et sœurs. Et les enfants assimilent très vite ce type de reconnaissance à une expérience positive. La compétition stimule chez eux l'envie d'apprendre. L'apprentissage social, le feedback que je reçois des autres, est extrêmement important pour savoir où j'en suis, ce qui est autorisé, ce que je peux faire, ce qui est récompensé ou puni, ou ce qui fait progresser. Pour rester dans la course, l'enjeu est de renforcer ses compétences. Et la compétition offre un cadre. Elle nous incite à nous concentrer sur le développement des aptitudes nécessaires. Peu importe que ce soit pour devenir champion de caisse à savon ou numéro 1 mondial de badminton. Dans l'idéal, la concurrence nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai dans tous les domaines de la société. La perspective de remporter un jeu télévisé peut nous transformer en super cerveau, tandis que la volonté d'être plus innovant que ses concurrents peut pousser une entreprise à développer une puce ultra rapide ou un laboratoire à mettre au point un médicament qui sauvera des vies. Dans l'industrie du divertissement aussi, la concurrence peut inciter à se dépasser. Par exemple, parce qu'on veut absolument devenir le meilleur groupe de Britpop au monde. Blur ou Oasis? Pour moi, c'est clairement Oasis, Don't Go Away. J'adore le solo de guitare du début. Il y a toujours un gagnant, mais malheureusement, ce n'est que la moitié de la vérité, la face A du disque. Car il y a bien sûr aussi une face B. Toute compétition, que ce soit pour apprendre en tant qu'enfant ou pour obtenir une ressource bien concrète, porte en elle le risque d'échouer. Et cela peut être extrêmement douloureux. En 2018, je me suis retrouvé avec la voiture balai. C'est le plus déshonorant qu'on puisse imaginer. On en rigole parfois. Je me suis fait distancer dans une étape de montagne et je n'avais plus aucune chance de rattraper les autres. C'était dur. Sur le coup, t'as juste envie de jeter l'éponge.
Nous avons tous déjà ressenti une émotion similaire et pleuré à chaudes larmes face à la douleur d'une défaite. Mais pourquoi s'infliger tout ça ? Tout dépend de la façon dont on définit la défaite. On peut la voir en quelque sorte comme un feedback. L'objectif n'a pas été atteint. Et cela peut faire office de levier de motivation. On découvre ce qui n'a pas fonctionné et on essaiera de faire mieux la prochaine fois en adoptant une autre stratégie. Ça, c'est pour la théorie. Mais pas toujours facile d'accueillir la défaite avec philosophie. Première règle d'or, ne pas viser l'Everest. Dans le sport, cela revient à trouver le bon adversaire. Portrait robot d'après notre expert. Le concurrent idéal, c'est celui avec lequel on ne sait jamais à l'avance qui va gagner. Et lorsque les deux rentrent chez eux, ils ne pensent qu'à une chose, gagner la fois d'après et tirer les leçons de leur défaite. Le facteur décisif est donc l'équivalence de niveau. En sport, il existe des ligues, des catégories d'âge et de performance. Ainsi, tôt ou tard, chacun rencontre l'adversaire qui lui convient. Ni trop bon, ni trop mauvais. Et même si une défaite concédée de justesse fait toujours mal, elle est plus instructive qu'un combat perdu contre un rival nettement plus costaud que soi. Un adversaire à sa taille permet de progresser pas à pas. Quand je suis devenu pro, je n'ai plus du tout passé les fameux niveaux des jeux vidéo comme avant. Je n'arrivais plus à progresser. Cela fait aussi partie des leçons de la compétition. À un moment donné, nous trouvons notre maître contre lequel nous ne pouvons tout simplement pas gagner. Tout le monde ne peut pas être numéro 1 mondial. Deuxième règle d'or d'une bonne compétition, l'équité. Dans le sport, tout le monde devrait lutter à armes égales. Que Popeye soit mieux armé que ses adversaires grâce aux épinards est peut-être amusant, mais c'est loin d'être équitable. En dehors du sport, la compétition repose sur les mêmes principes. Tous les coups ne sont pas permis, pour décrocher un emploi par exemple. Au final, la concurrence finit toujours par sembler déloyale à quelqu'un. Et la frustration est inévitable. Nous pouvons éviter les formes et les conséquences négatives de la compétition en nous mettant d'accord démocratiquement sur des règles à appliquer en tant que société. Il y a deux moyens de le faire. L'un d'eux passe par la réputation. Par exemple, aux États-Unis et dans la plupart des autres pays occidentaux, il n'existe aucune réglementation contre l'infidélité conjugale, mais cela nuit à la bonne réputation. L'autre moyen consiste bien sûr à utiliser la législation pour imposer la confiance ou l'équité. Pour rappel, abattre un concurrent indésirable est strictement interdit. Mais la question de savoir qui s'assoit à quelle place dans le bus scolaire n'est pas réglementée par la loi. Et c'est là que la compétition peut dégénérer, engendrant haine et jalousie. Aristote considère phtonos, autrement dit l'envie, comme un vice. Il la considère comme un trait de caractère particulièrement immodéré. Selon lui, souffrir du succès d'autrui n'est pas sain. Cependant, il n'est pas toujours facile d'accepter le succès d'un rival. Surtout lorsque les conditions sont injustes, comme le montre une expérience issue de la recherche comportementale. On offre 100 $ à la personne A, mais elle ne peut conserver l'argent que si elle en donne une partie à la personne B. Supposons que A décide de garder 90% de la somme. C'est certes égoïste, mais pour B, 10 $, c'est toujours mieux que rien. Tout le monde pourrait y trouver son compte. Le problème, c'est que B sait combien a gardé A. Si B juge sa part trop faible, il peut refuser l'accord et alors aucun des deux ne reçoit d'argent. L'expérience a montré que, dans la grande majorité des cas, B refuse l'accord s'il reçoit moins de 20% de la somme totale. Cette offre est jugée tellement injuste que B, la personne à laquelle l'offre est proposée, préfère renoncer à l'argent
plutôt que d'accepter des miettes. Cela signifie que le comportement humain n'est pas soumis à des critères purement économiques, mais que nous sommes mus par le sens de l'équité, de la solidarité et de la coopération. La compétition a donc besoin d'un cadre équitable pour être acceptable par les perdants. Cela vaut également pour la répartition des ressources non monétaires. Moins les règles de répartition dans une société sont équitables, plus la situation risque de tourner au vinaigre. Cela est particulièrement évident sur les réseaux sociaux. Il existe peu de règles concernant la compétition virtuelle. Les personnes qui se disputent les clics ou les likes sont réparties dans le monde entier. Et toutes se montrent sous leur meilleur jour. Richesse, beauté et intelligence semblent partagées de manière extrêmement inégale. Surtout quand on compare à nos vies. La frustration est inévitable. Je suis passé de l'univers du sport à celui de la création de contenu. Et là aussi, on se compare aux autres créateurs ou influenceurs. Ce n'est pas très bon pour la santé mentale. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont sans filtre, que ce soit l'approbation, la haine ou la jalousie. Mais même face à des compétitions inégales ou opaques, difficile de ne pas mordre à l'hameçon. Pour preuve, le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter. Refuser de jouer est-il envisageable ? La compétition n'a de sens que si elle mène au succès d'au moins un des individus en lice. Cependant, si l'un d'eux se retrouve systématiquement du côté des perdants, il finira par éviter les situations de compétition où il tentera de changer les règles du jeu. Et c'est là que nous commençons à tricher ou à tromper, en embellissant notre profil en ligne, ou en essayant d'être plus rapide que les autres grâce à de petites piqûres. Ce qui nourrit l'impression de ne plus pouvoir gagner parce que les autres trichent. Et c'est la porte ouverte à la frustration et à la jalousie. Transposons cette situation à grande échelle, aux associations, aux partis politiques et aux courants idéologiques. Après tout, eux aussi sont en concurrence. Pour gagner des adhérents, attirer l'attention ou imposer leur version de la vérité. Que se passe-t-il lorsque chacun a le sentiment que les règles sont injustes ? Des groupes en concurrence se disputent notamment le monopole de l'interprétation des idées. D'une part, ils cherchent à maintenir la cohésion de leur groupe, et par ailleurs, ils veulent conserver ce pouvoir d'interprétation contre leurs adversaires. Si, en tant que groupe, je défends des opinions extrêmes, je dois veiller à ce que mes ouailles restent soudées. Et je dois surtout supplanter les autres groupes, ce qui passe par des discours toxiques. Des discours toxiques qui visent à dénigrer l'autre. Il joue mal, agit de manière déloyale, représente une menace. Resserrons les troupes, de toute façon, nous sommes les meilleurs. Les discours toxiques sont à la source des haines qu'on retrouve partout dans le monde. Ils sont à l'origine des épurations ethniques, des guerres visant à exterminer tel groupe de tel pays, des génocides. Ces violences commencent toujours par un processus de dénigrement situé dans un contexte de concurrence extrême. Plus les discours toxiques circulent, plus la discrimination, la haine et la violence sont susceptibles de se développer. Alors comment organiser notre société de manière à profiter des effets positifs de la compétition, tout en nous protégeant de son côté obscur ?
Les systèmes qui ont fait leurs preuves, les familles, mais aussi les entreprises et les nations, parviennent à trouver un équilibre. Ils laissent une certaine liberté aux individus pour qu'ils puissent s'épanouir, aux entreprises pour qu'elles puissent se développer, à la concurrence pour qu'elles puissent s'exercer. Mais ils doivent également encourager la coopération entre les individus ou entre les groupes. Cet aspect est souvent oublié de nos jours. La compétition n'est pas tout. Il faut aussi être capable de coopérer. Ne pas exclure la possibilité de travailler avec ses concurrents, comme dans un orchestre, en famille ou avec ses amis. Car le véritable objectif de la compétition n'est pas la victoire. À mon avis, il s'agit d'un malentendu important qui nous a amenés à développer une conception erronée selon laquelle la compétition est tellement ancrée en nous qu'il s'agit de gagner plutôt que de progresser. Or, l'objectif est bel et bien de progresser. Comment s'y prendre concrètement? Selon Darwin, la concurrence correspond à la lutte pour des ressources limitées. Par exemple, la médaille d'or dans une course cycliste, convoitée par tout un peloton. Sauf que celle-ci est remportée le plus souvent par l'un de ceux qui acceptent de coopérer en s'abritant mutuellement du vent. Ce n'est qu'à la toute fin que l'on devient vraiment concurrent, quand on sprinte pour remporter l'étape. Lorsqu'on a un objectif commun, la compétition n'exclut pas la coopération. Les principes d'une compétition réussie, équité et équivalence de niveau, ne sont finalement rien d'autre que des règles de coopération qui encadrent une situation de concurrence et lui donnent un sens. S'affronter dans un esprit de compétition loyale, tout en faisant profiter son adversaire de ses efforts. Ne serait-ce pas là le secret d'une société florissante? Une société dans laquelle on coopère, tout en se mesurant aux autres? Et puis, on n'est pas obligé de se réjouir à chaque fois de la victoire de son concurrent.